Bonjour, je m'appelle Alexandra Gilbert, je suis bénévole pour Lire à tout âge. J'habite au Saguenay-Lac-Saint-Jean et je suis originaire de Montréal. Il s'agit de ma première lecture pour Lire à tout âge et éventuellement j'ai l'intention de me présenter dans les maisons pour personnes retraitées de ma région, donc à Alma. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder des histoires qui ont parcouru le temps, donc qui ont été racontées de génération en génération. Je vais commencer par deux fables de La Fontaine, et je vais continuer avec deux contes classiques. C'est des histoires que j'ai trouvées qui sont entre la légende régionale et entre un peu le côté fantastique, mythique qui fait partie de notre patrimoine québécois. Le premier texte que je vais lire, il s'agit du conte de Jean de La Fontaine qui s'appelle Le chêne et le roseau. La version que j'en ai, elle est déclinée en deux versions. Donc la première, c'est le texte classique et c'est suivi par une histoire un peu, pas vulgarisée, mais allégée pour qu'on puisse mieux comprendre le propos de l'histoire. Alors j'y vais avec Le chêne et le roseau de Jean de La Fontaine, le texte classique. Le chêne un jour dit au roseau: « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête, cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci, les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leur coup épouvantable, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. C'était le texte classique de Jean de La Fontaine. Maintenant, je vais vous lire le texte allégé. On en comprend un peu mieux le sens. C'était un beau matin d'automne. Le vieux chêne trônait comme un roi aux abords du grand bois, pendant que le soleil faisait dorer ses jolies feuilles dentelées. Du haut de sa grandeur, il contemplait d'un air satisfait les basses terres des alentours, avec leurs champs en friche et leurs nombreux ruisseaux. Soudain, un petit vent se leva. La brise légère souffla tout doucement dans son feuillage épais qui se souleva comme un millier de petites ailes de papillon. Le chêne se gonfla d'orgueil et lança en riant: « Ouf, vous avez bien failli vous envoler, vieille branche! » Le roseau comprit tout de suite que le chêne s'adressait à lui, car le petit souffle lui avait fait plier l'échine jusqu'à la face ridée de l'eau. Il se redressa de son mieux, essayant de débarrasser ses longues feuilles effilées des gouttes qui s'y étaient accrochées. Le vent reprit son souffle, puis lança quelques bonnes bouffées en rafale. Les longues branches du chêne battirent doucement l'air. Quelques dizaines de ses feuilles, comme des oiseaux affolés par un coup de feu, s'envolèrent. Comme des oiseaux Quelques-uns de ses succulents petits glands tombèrent par terre, faisant le délice de quelques écureuils qui passaient justement par là. Voyant le roseau vaciller de tous côtés, le chêne continua de se moquer de son pauvre voisin tout échevelé. « Si j'étais à votre place, je me plaindrais à Dame Nature. Elle vous a fait si fragile que le plus petit oiseau est pour vous le plus lourd des fardeaux. Les plus fortes bises me semblent de doux zéphyrs, alors que les plus petits souffles font sur vous comme de violents aquilons.
Si seulement vous aviez pu naître à mes pieds, j'aurais pu vous protéger, empêcher ce fou d'éole de vous déraciner, mais vous avez préféré planter vos délicates racines dans la petite mare au beau milieu du pré. En voilà une idée. Comme il disait ces mots, le vent se reprit avec force puis siffla avec furie. Ces nouveaux efforts firent balancer le chêne si fort qu'il entendit craquer son robuste tronc. Du bout de l'horizon, de sinistres nuages noirs foncèrent à toute vitesse au-dessus de leur tête. Le soleil disparut derrière la menaçante nuée qui s'assombrit soudain toute la vallée. « Ne vous faites surtout pas de soucis pour moi, mon cher ami, répondit sans hésiter le roseau en chancelant. J'ai l'air fragile comme ça, mais je vous assure que les vents me sont moins redoutables qu'à vous. Car moi, comme vous le voyez, je plie, alors que votre tronc énorme, lui, pourrait bien se rompre sous leurs épouvantables coups. » Une tempête effroyable se déchaîna tout à coup. De fortes bourrasques mêlées de pluie s'abattirent sur eux avec violence. Ils se mirent tous deux à se balancer sous la morsure glacée de la bise du nord. À ce moment, un terrible craquement retentit, faisant trembler toute la vallée. Puis, comme le roseau l'avait si bien prédit, le tronc du vieux chêne se romput. Il eut beau tenter de se redresser, mais le vent redoubla ses efforts. Il le fouetta avec tant de force qu'il finit par le déraciner. Le vieux chêne s'effondra lourdement sous les yeux pleins d'eau du roseau, dansant aux quatre vents au bord de l'étang. Donc, c'est l'histoire du chêne et du roseau. Donc, le chêne qui se brise malgré sa grande posture face et qui nargue un peu le roseau qui est flexible, qui est petit, qui bouge à rien en quelque part, mais qui au final reste, malgré les grandes tempêtes, reste toujours bien enraciné. C'est une métaphore intéressante à réfléchir. La deuxième fable de Jean de La Fontaine que je vous propose aujourd'hui, il s'agit de l'hirondelle et les petits oiseaux. C'est une fable qui est très intéressante parce qu'elle parle de la sagesse et un peu de l'insouciance des jeunes qui pensent déjà tout savoir. Donc peut-être qu'elle saura résonner en vous. Encore une fois, je vais lire d'abord le texte classique de Jean de La Fontaine, puis par la suite, je vais lire la version allégée pour l'entendre de façon plus douce et puis pour comprendre mieux le sens avec des mots qu'on utilise un peu plus fréquemment dans notre vocabulaire. Alors j'y vais. L'hirondelle et les petits oiseaux, texte classique de Jean de La Fontaine. Une hirondelle en ses voyages avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Celle-ci prévoyait jusqu'aux moindres orages et devant qu'ils fussent éclos, les annonçait aux matelots. Il arriva qu'autant que la chanvre se sème, elle vit un manant en couvrir maints sillons. « Ceci ne me plaît pas, dit-elle aux oisillons. Je vous plains, car pour moi, dans ce péril extrême, je saurai m'éloigner ou vivre en quelque coin. Voyez-vous cette main qui par les airs chemine? Un jour viendra, qui n'est pas loin, que ce qu'elle répand sera votre ruine. De là naîtront engins à vous envelopper et lacets pour vous attraper, enfin maintes et maintes machines qui causera dans la saison votre mort ou votre prison. Gare la cage ou le chaudron. C'est pourquoi, leur dit l'hirondelle, mangez ce grain et croyez-moi. Les oiseaux se moquèrent d'elle. Ils trouvaient au champ trop de quoi. Quand la chènevrière fut verte, l'hirondelle leur dit « Arrachez brin à brin ce qu'a produit ce maudit grain, ou soyez sûrs de votre perte. Prophète de malheur, babillarde, dit-on, le bel emploi que tu nous donnes. Il nous faudrait 1000 personnes pour éplucher tout ce canton. » La chanvre étant tout à fait crue, l'hirondelle ajouta « Ceci ne va pas bien, mauvaise graine est au venu. Mais puisque jusqu'ici l'on ne m'a cru en rien, dès que vous verrez que la terre sera couverte et qu'à leur blé les gens n'étant plus occupés, feront aux oisillons la guerre. Quand redingolettes et réseaux attraperont petits oiseaux, ne volez plus de place en place, demeurez au logis ou changez de climat. Imitez le canard, la grue et la bécasse.
Mais vous n'êtes pas en état de passer comme nous les déserts et les ondes, ni d'aller chercher d'autres mondes. C'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr, c'est de vous renfermer au trou de quelques murs. » Les oisillons, las de l'entendre, se mirent à jaser aussi confusément que faisaient les Troyens quand la pauvre Cassandre ouvrait la bouche seulement. Il en prit aux uns comme aux autres, maint oisillon se vit esclave retenu. Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres, et ne croyons le mal que quand il est venu. C'était la version classique, maintenant je vais vous lire la version allégée. Alors, une hirondelle avait beaucoup appris de ses nombreux voyages. Elle pouvait prévoir le beau temps et même les orages, et bien avant l'arrivée des premières gouttes de pluie et des vents malins, elle survolait la mer pour en avertir les marins. Par un beau matin de printemps ensoleillé, perchée sur la plus haute branche d'un immense chêne, elle vit arriver un paysan avec son âne chargé de sacs remplis de grains secs. L'homme passa toute sa journée à semer les graines de chanvre dans les larges sillons de son champ, fraîchement labourés. Des petits oiseaux qui passaient par là vinrent se poser près de l'hirondelle. « Comme je vous plains, pauvres petits oisillons, leur dit-elle en les voyant, vous courez un grave danger. »« Nous n'avons peur de rien, » répondirent les petits oiseaux en la regardant avec mépris. « Je vous le dis, ce que répand cette grosse main que vous voyez pourrait bien être la cause de votre ruine. À la fin de l'été, lorsque les graines auront germé et qu'elles se seront transformées en gros épis, l'homme reviendra avec ses grosses machines. Moi, je saurai m'éloigner de ce péril en regagnant le sud jusqu'en avril. Mais vous serez prisonnier de ces funestes engins. Croyez-moi, mangez tout ce grain sans tarder, sinon vous serez mort avant la fin de la saison. » Mais les petits oiseaux se moquèrent de ces avertissements. Il y avait tant de bonnes choses à manger dans ces champs qu'ils ne voyaient aucune raison de se précipiter. Au milieu de l'été, quand la chènevrière fut verte, l'hirondelle leur dit « Dépêchez-vous d'arracher brin par brin ce qu'a produit ce maudit grain, sinon vous connaîtrez bientôt une terrible fin. » « Prophète de malheur, s'écrièrent les oisillons sans peur, vas-tu enfin cesser tes babillages? Pas question de faire tout cet ouvrage, il faudrait des milliers d'oisillons pour nettoyer tout ce canton. Misérable petite tête de linotte, vous refusez de me croire, mais je vous le répète, vous courez droit à votre perte. Bientôt, pour protéger leur terre, les hommes vous feront la guerre. Vous finirez dans un chaudron ou dans un cimetière. Écoutez bien ce que je vous dis, puisque vous n'êtes pas en état de changer de climat, que vous êtes incapable de voler au-delà des mers et des déserts comme le canard, la grue et la bécasse, restez bien à l'abri dans votre nid, ne volez plus de place en place, ou allez vite vous enfermer dans les trous de quelques murs, c'est encore ce qu'il y a de plus sûr. » Là de l'entendre, les petits oiseaux se mirent à la pourfendre. « Tu n'es qu'une vieille pie lâche et craintive, nous n'avons rien à faire de tes recommandations. Tu n'as qu'à t'enfuir à l'autre bout du monde, si tu as tellement peur. Nous en avons assez de tes jacassages, de poules mouillées. » « Je vous aurais prévenu, » lança l'hirondelle avec tristesse, avant de s'envoler vers les bois, laissant les petits imprudents à leurs amusements insouciants. Il leur fallut bien peu de temps pour constater que l'hirondelle avait dit vrai. Bien avant l'automne, les uns comme les autres se retrouvèrent dans des assiettes ou sous la terre. Comme quoi, des fois, il faut écouter ceux qui ont de l'expérience. Le prochain texte que je vais lire s'appelle « Le cheval noir de trois pistoles ». Donc, on quitte Jean de La Fontaine et on entre dans la littérature qui est, en fait, les grandes légendes, les histoires, les mythes qu'on se raconte de village en village. Et puis, cette légende-ci parle d'une église à trois pistoles à laquelle, dans le haut, près du clocher, il manque une brique. Et ce serait pas la seule au Québec, même au Canada, où est-ce qu'on peut observer que dans la construction de l'église, il manque une brique, juste une. Donc, la légende que je vais vous lire explique ce phénomène. Alors, si vous passez par la ville de Trois-Pistoles, prenez le temps de regarder l'église attentivement. Vous y remarquerez quelque chose d'étrange. Tout en haut, il manque une pierre. Ce n'est pas une erreur de construction.
c'est la faute du chevalier noir. Voici son histoire. Il y a de très nombreuses années, les habitants de Trois-Pistoles étaient en plein chantier. On y construisait une église. C'était de gros travaux, exigeants et fatigants. La construction avançait beaucoup trop lentement. En plus, l'hiver était dur. La neige et le froid n'aidaient pas. Les ouvriers étaient épuisés. Plusieurs étaient découragés. Un jour, un homme s'écria « Oh, la belle bête, regardez-moi ça !» Sur le chantier, tous les ouvriers levèrent la tête. Ils aperçurent alors un cheval noir, le plus beau de tous les chevaux. Il était musclé et élancé. Il semblait fort et solide. Son pelage noir était brillant, éclatant. Il restait là, tout près d'eux, immobile, sous les flocons qui tombaient abondamment. Le chef du chantier demanda « Il appartient à qui ce cheval? Est-ce celui d'un fermier? Vous le connaissez? » Tous répondirent non. Personne n'avait jamais vu cette bête dans les environs. L'un des ouvriers osa suggérer « Il pourrait nous aider, il semble vaillant. » À ce moment, le curé arriva sur le chantier. Il dit aux hommes présents « C'est un cheval très travaillant. Vous pouvez le nourrir, l'héberger, vous en occuper. Il travaillera pour vous, mais vous devez respecter une seule condition. » Autour de lui, on attendait la suite en silence. Le curé continua. « Le cheval doit rester bridé en tout temps, c'est bien compris? Personne ne doit jamais, jamais lui enlever la bride. C'est promis? » Les ouvriers étaient étonnés, mais bien sûr, tout le monde s'empressa d'accepter. Personne ne posa de questions. À partir de ce jour, la vie changea sur le chantier. Le cheval était d'une force phénoménale. On lui fit d'abord traîner une charge assez lourde. Il partit comme une flèche à toute vitesse. Le lendemain, on doubla sa charge. Il ne sembla même pas s'en rendre compte. Chaque jour, il travaillait sans arrêt. Il ne paraissait même pas fatigué. Les hommes étaient impressionnés. L'église prenait forme beaucoup plus rapidement. Tout le monde retrouva le sourire sur le chantier. Grâce au travail du cheval, c'était presque terminé. Tous faisaient maintenant leur boulot en souriant et en chantonnant. Parfois, ils levaient la tête pour regarder la bête. Elle ne ralentissait jamais. Elle donnait du courage à tous, mais elle était farouche. On ne devait pas trop l'approcher et elle ne se laissait jamais flatter. Enfin, le grand jour arriva. Il restait une seule pierre à poser au clocher et l'église serait terminée. Alors, à la surprise générale, le curé s'avança. Il ordonna « Donnez-moi cette dernière pierre. » Éberlué, le chef du chantier obéit et la lui tendit. Le curé jeta alors la pierre dans le fleuve de toutes ses forces, le plus loin possible. Personne n'y comprenait rien. Le curé expliqua « Ce cheval que vous voyez, que vous trouvez si beau, si vaillant, c'est le malin, le diable en personne. » Autour de lui, on cria d'effroi. Pour finir les travaux, j'ai fait un pacte avec le diable. Il nous aiderait sous la forme d'un cheval infatigable, et quand l'église serait terminée, il pourrait prendre l'âme de la première personne à y entrer. Le curé pointa le trou dans le clocher. Ce que le diable n'avait pas deviné, c'est que cette église ne sera jamais complétée. Furieux de s'être fait avoir, le cheval noir s'enfuit dans un nuage de fumée. Les âmes des villageois étaient sauvées. Personne ne posa jamais la pierre manquante au clocher. Mais il paraît que le diable ne s'arrêta pas là. La même légende est racontée ici et là, au Québec, et même ailleurs au Canada. Alors si on passe par Saint-Laurent de l'île d'Orléans, par Saint-Boniface au Manitoba, nous pourrons remarquer qu'il manque aussi une pierre à leur église. Ces villes ont également reçu la visite d'un cheval noir il y a de cela bien longtemps. Donc, moi, à partir du moment où j'ai lu cette légende, j'ai porté les yeux en haut des églises, vers les clochers, pour voir si les municipalités et les villages avaient reçu la visite du cheval noir. Souvent dans les légendes régionales, les légendes québécoises, on fait souvent des métaphores par rapport au diable, à la religion. Et quand c'est pas le cas, parfois on fait référence à des monstres, des créatures étranges. On pense au bonhomme 7 heures, on pense à différentes entités mystérieuses.
Et la dernière lecture que je vais vous faire traite justement de Ponique, le monstre du lac Poénégamook. C'est une grande légende au Québec depuis beaucoup d'années. Et puis, est-ce vraiment une légende? On ne le sait pas. Je vais vous en faire la lecture. Avez-vous déjà entendu parler de Poénégamook? C'est le peuple amérindien malécite qui a baptisé cet endroit. Poénégamook signifie lieu de repos. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable dans cette ville du Bas-Saint-Laurent? D'abord, un lac, un grand lac, un lac immense même, de plusieurs kilomètres. Mais surtout, ce qui fait parler le plus, c'est le monstre qui y vit. Retournons plusieurs années en arrière. Déjà, en 1874, on raconte qu'une étrange créature hante le lac. Plusieurs l'ont vue, en plein jour ou à la tombée de la nuit. Les mamans disent à leurs petits « Ne va pas traîner au bord de l'eau ». Pour les habitants des environs, pas question non plus d'y faire une promenade en bateau. D'une génération à l'autre, on parle du monstre qui vit dans le lac. Le soir venu, dans les familles, on chuchote que la bête est terrible, qu'elle fait peur, qu'elle n'est vraiment pas belle. Toutes sortes d'histoires courent sur elle. Certains tentent de faire les braves. Un monstre, franchement, ça n'existe pas. En 1957, on fait du dynamitage lors de travaux sur la route. Le bruit semble déranger la bête. Elle se manifeste plus clairement. On prétend la voir de plus en plus souvent. Elle émerge de l'eau et fait peur, tant aux enfants qu'aux parents. L'affaire est prise au sérieux, le monstre attire bien des curieux. Les journalistes accourent du monde entier pour essayer de repérer la bête. On offre une récompense de 100 $ à celui qui l'attrapera ou qui réussira à la prendre en photo. 100 $ à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Plusieurs se lancent à la chasse aux monstres à ce moment. Le ministère des Pêcheries offre même un permis spécial à ceux qui tentent de capturer l'animal mystérieux. Personne ne réussit. Au fil des années, la légende continue d'être racontée. On dit que le monstre du lac Poénégamook vit dans une caverne au fond de l'eau, qu'il a une tête de vache, qu'il est brun ou noir, qu'il ressemble à un serpent, qu'il n'est pas beau et qu'il est très gros. D'autres prétendent qu'il s'agit seulement d'un poisson, probablement d'un esturgeon. Plusieurs affirment avoir vu des bosses sur son dos. Certains comparent son corps à la forme d'un canot. On a aussi souvent pensé qu'il s'agissait de troncs d'arbres portés par l'eau. La légende se perpétue malgré toutes les explications de troncs ou d'esturgeons. Le monstre fait travailler l'imagination. Mais à quoi ressemble-t-il vraiment? Difficile de se faire une idée. Une chose est sûre, on ne veut pas le rencontrer. Une bête énorme qui rôde au fond d'un lac et vit dans une caverne, ça n'a rien d'attirant, mais beaucoup voient les choses autrement. Des gens de Toronto sont venus sur le lac en expédition. Dans les alentours, on ricanait un peu. Chercher un monstre, c'est pas sérieux. Mais grâce à un sonar, les Torontois ont repéré sous l'eau une mystérieuse masse de 8 mètres de long. Soudain, les gens avaient moins envie de rire. Et si une créature hantait vraiment les lieux? Si ce n'était pas seulement une légende qu'on se raconte le soir près du feu? En 1974, à l'occasion de célébrations pour le centenaire du quartier Sainte-Éleuthère, on a donné un nom au monstre. On l'a baptisé Ponique. Il devenait tout à coup plus sympathique, un peu comme un animal de compagnie. On s'est habitué à la présence d'un monstre dans les environs, surtout qu'il ne semble pas s'en prendre aux gens. Il se contente d'apparaître et de rôder sans être trop menaçant. Aujourd'hui, on entend encore beaucoup parler de lui. On ne peut pas dire s'il existe vraiment, mais si nous allons à Poénégamook, on nous demandera certainement si on a vu le monstre. Le lac est superbe à Poénégamook, le paysage aussi. Mais ce n'est pas seulement ce qui attire les touristes ici. Chaque année, les gens rêvent d'apercevoir le monstre. Moi-même, chaque fois que j'y passe, je regarde le lac attentivement. J'y cherche une forme, une silhouette, un serpent, quoi que ce soit d'inquiétant. Personnellement, je ne l'ai jamais vu. C'est tout pour la légende de Ponique, le monstre mystérieux de Poénégamook.
Et c'est également la fin de la séance de lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment. En ce qui me concerne, j'ai déjà hâte de vous lire d'autres récits.